Guerre de succession a tout dit. Le message caché de Samuel Mvondo Ayolo. Une phrase. Une seule phrase, glissée au détour d'une interview, et voilà tout Yaoundé qui la commente depuis plusieurs jours. Elle ne parle pas de santé. Elle ne parle pas de retour. Elle parle de ceux qui, à l'intérieur même du système, attendraient un départ. Et elle les prévient, ils pourraient bien partir avant. Ce soir, on décortique une interview qui devait rassurer, et qui, en réalité, ressemble surtout à un avertissement. Partie 1, ce que l'on sait. Reprenons la chronologie, posément. Paul Biya quitte Yaoundé le dimanche 7 juin 2026, en milieu de journée, accompagné de son épouse Chantal Biya, du vice-amiral Joseph Fouda et de son directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Selon les révélations de Jeune Afrique, ce départ aurait été avancé par rapport au calendrier initialement prévu, sur recommandation médicale. Le magazine évoquant une prise en charge générale et une intervention au genou, initialement programmée avant la fête nationale du 20 mai. Dès le 18 juin, un premier communiqué officiel, signé du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, qualifie ces informations de conjectures malveillantes et infondées. Mais un détail retient l'attention des observateurs. Ce même communiqué reconnaît que le chef de l'État pourrait, je cite la formule officielle, légitimement saisir l'opportunité de son séjour à Genève pour envisager de simples consultations médicales. Autrement dit, sans le dire vraiment, le gouvernement laisse la porte entrouverte sur l'hypothèse médicale, tout en écartant celle d'une hospitalisation. Le 27 juillet, le pays franchit un cap symbolique, 50 jours d'absence. Du jamais vu pour un président en poste depuis 1982. Le lendemain, Jeune Afrique publie une enquête au titre sans détour, évoquant les coulisses d'un séjour médical présidentiel en Suisse, avec une prise en charge dans une clinique privée genevoise depuis le 7 juin. C'est dans ce contexte précis que Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, accorde à son tour un entretien exclusif à Jeune Afrique. Sa position, rapportée par plusieurs médias, Paul Biya n'aurait jamais été hospitalisé en Suisse, il serait en très bonne santé, il continuerait de travailler actuellement sur plusieurs dossiers. Pour illustrer cette vitalité, le directeur du cabinet civil évoque même un déjeuner du président avec ses proches dans un restaurant d'Évian, en France, ainsi qu'une liaison permanente maintenue avec Yaoundé, où Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, gérerait les affaires courantes. Voilà pour le volet sanitaire du démenti. Mais ce n'est pas cette partie de l'interview qui a le plus fait parler. Partie 2. Le conflit. Deux lectures d'une même phrase. D'un côté, la version du palais. Un président en pleine forme, un pouvoir qui continuerait de s'exercer normalement depuis Genève, des dossiers d'État traités à distance. De l'autre, une opinion publique et une partie de la classe politique qui peinent, selon plusieurs observateurs, à être totalement convaincus par cette version, d'autant que le poste de vice-président, créé lors de la révision constitutionnelle d'avril 2026, resterait toujours non pourvu et que le pays n'a jamais connu, en 44 ans, de transition à la tête de l'État. Mais c'est une autre phrase, cette fois, qui cristallise les débats. Interrogé sur les rumeurs les plus extrêmes, dont celle évoquant un décès du chef de l'État, Samuel Mvondo Ayolo aurait balayé l'hypothèse en ces termes, rapportée par plusieurs médias. Vous pensez que nous serions irresponsables au point de cacher le décès du chef de l'État? Puis, plus loin, cette formule qui a fait l'effet d'une bombe dans les couloirs du pouvoir. Selon certains confrères, ceux qui attendent la mort de Paul Biya partiront peut-être avant lui. D'un côté, on peut lire cette phrase comme une simple mise en garde adressée à ceux qui, selon le directeur du cabinet civil, alimenteraient des rumeurs malveillantes. De l'autre, plusieurs analystes camerounais y voient un message à double destinataire. Non seulement ceux qui répandent des rumeurs depuis l'extérieur, mais aussi, potentiellement, certains cadres du sérail lui-même, soupçonnés d'anticiper une succession avant l'heure. Mvondo Ayolo aurait d'ailleurs évoqué l'existence de taupes au sein de l'entourage présidentiel. Un terme fort, dont la portée exacte reste, elle, sujette à interprétation. Qui vise réellement cette mise en garde? Le gouvernement n'a pas donné de nom. Et c'est précisément l'absence de nom qui alimente toutes les spéculations. Partie 3. Décryptage. Le non-dit derrière le démenti. Entrons maintenant dans la partie la plus intéressante de cette séquence. Parce qu'en politique, il y a ce qui est dit, et il y a ce qui est laissé entre les lignes. Au Cameroun, on dit souvent qu'un vieux chef ne parle jamais pour remplir le silence. Chaque mot est choisi. Chaque absence de mot l'est aussi. Et parfois, le silence lui-même devient un message. Alors, regardons cette interview non pas comme une simple réponse à une rumeur, mais comme un exercice de communication politique. Première affirmation, le président Paul Biya n'a jamais été hospitalisé en Suisse. La formule est catégorique. Il n'y a ni nuance, ni conditionnel, ni réserve. Pourtant, cette déclaration intervient plusieurs jours après la publication d'une enquête de Jeune Afrique qui avançait une version différente des faits,
évoquant une éventuelle prise en charge médicale dans une clinique privée genevoise, en s'appuyant sur des sources anonymes. Nous nous retrouvons donc face à deux récits. D'un côté, un média affirme disposer d'informations issues de plusieurs sources. De l'autre, un ministre dément officiellement. À ce stade, le public ne dispose pas d'éléments indépendants permettant de vérifier définitivement l'une ou l'autre version. Et c'est précisément là que commence le véritable sujet. Parce qu'en communication politique, le plus important n'est pas toujours de savoir qui parle. Le plus important est souvent de comprendre pourquoi on parle maintenant. Pourquoi attendre plusieurs semaines avant d'apporter un démenti officiel? Pourquoi laisser les spéculations occuper l'espace médiatique pendant aussi longtemps? Pourquoi ne pas avoir communiqué plus tôt, avec des éléments susceptibles d'être vérifiés indépendamment? Voilà les questions qui restent ouvertes. Au Cameroun, lorsqu'un voisin tarde à répondre à une accusation, les anciens disent souvent en riant. Celui qui arrive en retard à la palabre trouve déjà son nom écrit sur le tableau. C'est une manière imagée de rappeler que, dans une crise de communication, le temps joue rarement en faveur du silence. Et ce silence, justement, mérite d'être observé. Depuis plusieurs semaines, les déclarations officielles semblent suivre un même schéma. Les mots changent très peu. Les expressions reviennent presque à l'identique. On entend « le président travaille »,« le président est en bonne santé », le président suit les dossiers. Le président reviendra bientôt. Puis encore. Il travaille sur plusieurs dossiers importants. Puis encore. Il est vivant. Puis encore. Il n'a jamais été hospitalisé. Autrement dit, la stratégie paraît reposer davantage sur des affirmations répétées que sur la production d'éléments permettant au public de constater lui-même la situation. Et c'est ici que la satire camerounaise commence doucement à sourire. Parce qu'au pays, lorsqu'un enfant répète 20 fois qu'il n'a pas mangé le poisson dans la marmite, la grand-mère ne commence pas par croire l'enfant. Elle regarde d'abord la bouche, ensuite les doigts, puis la casserole. Et seulement après, elle écoute les explications. Autrement dit, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit. Ce n'est pas parce qu'une phrase est répétée 10 fois qu'elle devient automatiquement plus convaincante. Parfois même, c'est exactement l'inverse. Plus une communication reprend toujours les mêmes formulations, plus certains observateurs peuvent se demander pourquoi elle n'évolue jamais. C'est un phénomène bien connu en communication de crise. Lorsqu'une institution répète continuellement les mêmes éléments de langage sans apporter d'informations nouvelles, chacun finit par interpréter ces répétitions à sa manière. Les partisans y voient une preuve de stabilité. Les sceptiques y voient une tentative de gagner du temps. Et les citoyens ordinaires, eux, restent souvent entre les deux, avec davantage de questions que de réponses. Mais l'élément qui intrigue peut-être le plus dans cette interview ne concerne pas la santé présidentielle. Il concerne les fameuses « taupes ». Cette expression mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'elle est tout sauf anodine. Dans le langage politique, parler de « taupes », c'est reconnaître, au moins implicitement, qu'il existe des fuites d'informations. Or, s'il existe des fuites, cela signifie que certaines informations circuleraient à l'intérieur même des cercles du pouvoir. Et lorsqu'un responsable politique évoque publiquement ces « taupes », plusieurs lectures deviennent possibles. Peut-être cherche-t-il simplement à dénoncer ceux qui alimentent les rumeurs. Peut-être souhaite-t-il rappeler un principe de loyauté. Ou peut-être adresse-t-il un message à destination de certains responsables administratifs. À ce stade, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre. Cette partie du discours dépasse largement la simple question de l'état de santé du chef de l'État. Elle touche au fonctionnement interne du pouvoir. Et surtout, au climat qui pourrait régner dans certains cercles décisionnels. Puis arrive cette phrase. Ceux qui propagent ces rumeurs partiront peut-être avant le président. Voilà une formule qui, en politique, ne passe jamais inaperçue, parce qu'elle peut être comprise de plusieurs façons. Pour certains, il s'agirait simplement d'une image destinée à rappeler que le président reste politiquement solide. Pour d'autres, cette phrase pourrait être perçue comme une mise en garde adressée à ceux qui alimenteraient certaines spéculations. L'interprétation reste ouverte. Mais une chose est certaine, lorsqu'un discours censé rassurer commence à parler de départ, de taupes et de sanctions possibles, le registre change. On quitte progressivement le terrain médical. On entre dans celui des rapports de force. Et là, la politique camerounaise retrouve son sport préféré. Le championnat national du regard de travers. Au Cameroun, certains disent en plaisantant. Ici, même deux personnes qui boivent le café ensemble peuvent déjà préparer leur communiqué séparément. Bien entendu, il s'agit d'une image satirique. Mais cette image illustre une réalité souvent évoquée par les analystes.
Dans les périodes où l'incertitude augmente, chaque déclaration officielle est examinée comme un indice. Chaque nomination, chaque absence, chaque voyage, chaque apparition, chaque silence, tout devient matière à interprétation. C'est un peu comme un match de football où les supporters commentent même la façon dont l'entraîneur s'assoit sur le banc. Au bout d'un moment, le moindre détail prend des proportions immenses. Depuis plusieurs semaines, de nombreux observateurs estiment que la principale difficulté n'est pas seulement la question de la santé présidentielle. Elle concerne aussi la préparation, réelle ou supposée, de l'après. Depuis 1982, le Cameroun a connu une remarquable continuité au sommet de l'État. Naturellement, plus le temps passe, plus les interrogations sur la succession prennent de l'importance dans les débats publics. Cela ne signifie pas qu'une transition soit imminente. Cela signifie simplement que le sujet existe, et qu'il alimente analyses, commentaires et spéculations. Dans ce contexte, chaque prise de parole officielle remplit potentiellement deux fonctions. La première consiste à rassurer l'opinion publique. La seconde pourrait être d'envoyer un message aux acteurs du système politique eux-mêmes. Autrement dit, parler au pays, mais aussi parler à ceux qui gouvernent le pays. C'est une pratique que plusieurs spécialistes de la communication politique observent dans différents États confrontés à des périodes d'incertitude. Ainsi, certains analystes estiment que cette interview pourrait être lue comme un double message. Un démenti destiné au grand public et, simultanément, un rappel à l'ordre adressé, en interne, à ceux qui seraient tentés de nourrir ou de relayer certaines informations. Cette lecture demeure une hypothèse d'analyse et ne peut être présentée comme un fait établi. Enfin, certains commentateurs évoquent parfois, à titre de comparaison historique, des épisodes des années 1980 où des tensions internes avaient précédé d'importantes évolutions institutionnelles. Ces parallèles peuvent nourrir la réflexion, mais ils ont leurs limites. Chaque contexte politique est différent et il serait hasardeux d'en déduire que l'histoire se répète. Au fond, cette séquence rappelle une vieille sagesse populaire camerounaise. Quand le tam-tam change de rythme, même ceux qui ne dansent pas tendent l'oreille. Aujourd'hui, le débat dépasse donc largement une simple question de santé. Il porte aussi sur la communication du pouvoir, sur la gestion de l'incertitude et sur la manière dont chaque mot, chaque silence et chaque démenti sont désormais scrutés par l'opinion. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire aussi suivie et aussi commentée. Partie 4. Satire des pratiques. L'art de rassurer sans prouver. Entrons maintenant dans la partie où l'on s'intéresse non plus aux personnes, mais aux méthodes. Parce que les hommes passent, les fonctions changent, mais certaines techniques de communication semblent, elles, traverser les années avec une étonnante longévité. Bien entendu, ce qui suit relève d'une lecture satirique des mécanismes de communication politique. Il ne s'agit pas d'affirmer une intention cachée, mais d'observer, avec un sourire, certaines pratiques que l'on retrouve dans de nombreux contextes politiques. Au Cameroun, les anciens disent souvent « Quand la marmite commence à faire beaucoup de bruit, ce n'est pas toujours parce que le repas est prêt. Parfois, c'est simplement parce que le couvercle danse. » Et parfois, en politique aussi, on parle beaucoup, sans forcément ajouter beaucoup d'informations nouvelles. Bienvenue donc à l'Académie nationale de la communication de crise, une école imaginaire où l'on apprend l'art délicat de rassurer tout le monde, sans jamais montrer les devoirs. Première leçon, une phrase bien répétée vaut parfois 10 conférences de presse. Imaginez un professeur entrant dans une salle de classe. Il écrit au tableau. Il n'a jamais été hospitalisé. Puis il repose la craie. Cours terminé. Questions interdites. Les étudiants applaudissent. Diplôme distribué. Évidemment, c'est une caricature. Mais elle illustre un principe souvent observé. Lorsqu'une crise éclate, certaines communications privilégient une affirmation claire et catégorique plutôt qu'une démonstration détaillée. Or, le citoyen moderne est devenu exigeant. Il ne cherche pas seulement des déclarations. Il cherche aussi des éléments qui lui permettent de comprendre. Dans une époque où chaque téléphone est une caméra et où chaque événement est documenté presque en temps réel, l'opinion publique compare, vérifie, recoupe. Elle ne fonctionne plus comme il y a 30 ou 40 ans. Autrement dit, la confiance ne se construit plus uniquement avec des mots. Elle se nourrit aussi de transparence. Et lorsque cette transparence tarde à venir, chacun remplit naturellement les espaces vides avec ses propres hypothèses. Comme on dit chez nous, si tu laisses la cour sans gardien, ce sont les chèvres qui organisent la réunion. En communication, le vide est rarement vide très longtemps. Il est rapidement occupé par les rumeurs, les commentaires, les vidéos, les analyses et parfois les fausses informations. Deuxième leçon, ne désignez personne. Tout le monde se sentira concerné. Arrive alors le célèbre chapitre intitulé « Les taupes ». Ah, les taupes. Quel mot extraordinaire. Il possède un avantage redoutable. Il ne désigne personne.
Et pourtant, il inquiète tout le monde. C'est un peu comme lorsqu'au village le chef réunit toute la famille et déclare simplement « Quelqu'un ici raconte nos affaires dehors ». Plus personne ne regarde le chef. Tout le monde commence à regarder son voisin. Celui qui tousse devient immédiatement suspect. Celui qui évite le regard aussi. Même celui qui n'a absolument rien fait finit par se demander s'il n'a pas fait quelque chose sans s'en rendre compte. Voilà toute la puissance d'un mot volontairement imprécis. Dans beaucoup de systèmes politiques, l'ambiguïté peut parfois produire davantage d'effets qu'une accusation directe. Car chacun complète lui-même les blancs. Et parfois, l'imagination travaille plus vite que n'importe quelle commission d'enquête. Troisième leçon, annoncer l'inévitable, sans jamais parler du calendrier. Puis vient cette phrase. Le président partira un jour. Personne ne peut sérieusement contester cette évidence. Tous les dirigeants quittent un jour leurs fonctions, d'une manière ou d'une autre. C'est une réalité universelle. Mais ce qui amuse dans cette formulation, c'est qu'elle répond à une question que personne ne posait vraiment. La véritable interrogation porte moins sur le principe du départ que sur la manière dont les institutions gèrent les périodes d'incertitude. Dire qu'un président partira un jour, c'est un peu comme annoncer. La saison des pluies reviendra. Oui, certainement. Mais demain, dans 6 mois, dans 5 ans, personne ne le sait. Et précisément, la phrase ne répond pas à cette attente. Elle humanise. Elle apaise peut-être. Mais elle ne précise rien. Au Cameroun, on connaît bien ce genre de réponse. Tu demandes à ton oncle. On mange à quelle heure? Il répond. On va manger. Oui. Merci tonton. Mais quand? La communication politique ressemble parfois un peu à cette scène familiale. Quatrième leçon, parler au public ou parler à la maison. Puis arrive ce moment particulier où le discours semble changer de destinataire. Au début, on répond aux citoyens. Ensuite, on semble répondre aux journalistes. Puis, progressivement, certains observateurs peuvent avoir l'impression que le véritable public est ailleurs. À l'intérieur même de l'appareil d'État. Lorsqu'on évoque publiquement des taupes, des comportements déloyaux ou des fuites, plusieurs analystes estiment que le message pourrait aussi être destiné aux responsables du système eux-mêmes. Cette interprétation reste une hypothèse de lecture et non un fait établi. C'est un peu comme un père qui gronde son fils devant les visiteurs. Officiellement, il parle au fils. En réalité, toute la famille comprend que le message concerne beaucoup plus de monde. Au Cameroun, on appelle parfois cela « envoyer le caillou dans la brousse ». Le propriétaire de la chèvre sait très bien que le caillou ne lui était pas destiné personnellement. Mais il rentre quand même attacher sa chèvre. Cinquième leçon. Surtout, ne laissez jamais la satire manquer de travail. Il faut reconnaître une chose. Les communicants politiques rendent un immense service aux humoristes. Chaque formule officielle devient un nouveau terrain de jeu. Chaque communiqué devient un exercice d'interprétation. Chaque silence devient un roman. Chaque apparition devient un documentaire. Et chaque absence devient une série télévisée en 10 épisodes. Les Camerounais ont cette capacité extraordinaire à transformer la politique en conversation quotidienne. Au marché, dans les taxis, chez le coiffeur, au quartier, à la boulangerie, même devant un vendeur d'arachides. Quelqu'un lance une phrase. Un autre répond. Le troisième ajoute une théorie. Le quatrième raconte ce qu'il a entendu. Le cinquième jure que son cousin connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et avant midi, le débat national est déjà terminé. Avec 3 conclusions totalement différentes. C'est aussi cela, la richesse du débat public. Mais derrière cette satire demeure une idée sérieuse. Dans toutes les démocraties, la confiance entre les institutions et les citoyens dépend largement de la qualité de l'information mise à disposition. Plus l'information est claire, plus les spéculations diminuent. À l'inverse, lorsque les zones d'ombre persistent, elles alimentent naturellement les interprétations les plus diverses. Conclusion. Alors, que retenir de toute cette séquence? Reprenons calmement les éléments disponibles. Un chef de l'État absent de la scène publique depuis plusieurs semaines. Une enquête journalistique qui avance une version des faits. Un démenti officiel qui en avance une autre. Des citoyens qui cherchent à comprendre. Des journalistes qui continuent de poser des questions. Des analystes qui proposent différentes lectures. Et un homme, 5 généraux, et un président toujours absent. Un décret. 3 textes signés le même jour. Et un nom qui revient au cœur du dispositif sécuritaire camerounais, Raymond Jean-Charles Bekoo Abondo. Ce lundi 3 août 2026, le commandant de la garde présidentielle est promu général de brigade. Une première dans l'histoire de cette unité créée il y a 40 ans.
Mais ce qui retient surtout l'attention, ce n'est pas seulement la promotion. C'est le moment où elle intervient, en pleine absence prolongée du président Paul Biya, loin du pays depuis près de 2 mois. Alors, simple mouvement administratif routinier ou signal à décoder? Élément de réponse. Partie 1. Ce qui est établi. Commençons par les faits, uniquement les faits, tels qu'ils ressortent des décrets d'eux-mêmes et de leur couverture par plusieurs médias camerounais indépendants. Le 3 août 2026, 3 décrets présidentiels sont rendus publics. Le premier, numéroté 2026/263, promeut 5 colonels au grade de général de brigade. Un officier de la gendarmerie nationale, Elundoué, Mesma Magloire Aristide, et 4 officiers de l'armée de terre, Beko Abondo Raymond Jean-Charles, Nchankou Mbombo Njindamoumar, Epingom Wilson, et Mesui Ndeo Ili Romance. Le deuxième décret, numéroté 2026/264, nomme plusieurs de ces nouveaux généraux à des postes clés au ministère de la Défense. Le général de brigade Aga Robinson Ndong devient conseiller logistique, le général de brigade Elundou Mesma Magloire Aristide devient directeur central de l'administration et de la logistique. 2 autres mouvements accompagnent ce texte. Le général de division Ebaka Hippolyte est nommé major général de l'état-major des armées, et le général de division N. Cavalaire prend la tête des écoles et centres d'instruction interarmées, un poste laissé vacant depuis le décès du général de division Philippe Mpai en mai dernier. Le troisième décret, le 2026/265, est celui qui nous intéresse le plus directement. Il nomme le tout nouveau général de brigade Beko Abondo commandant de la garde présidentielle. Un poste qu'il occupait déjà depuis 13 ans, mais cette fois avec un grade jamais atteint par aucun de ses 4 prédécesseurs à ce poste. Depuis la création de la garde présidentielle en 1985, c'est la première fois qu'elle est placée sous le commandement d'un général de brigade. Qui est cet homme que l'on retrouve désormais à ce niveau de responsabilité? Sur son parcours, les sources concordent depuis plusieurs années. Raymond Jean-Charles Beko Abondo est né le 8 mai 1972 à Batouri. Après un baccalauréat série D et un passage à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé, il s'engage dans l'armée le 8 septembre 1992. Il suit alors une formation de base d'officier à l'académie militaire d'Evelpidon, à Athènes, en Grèce, de 1992 à 1997. Il est titulaire d'un brevet de parachutiste du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba et d'un certificat d'état-major obtenu à l'école militaire interarmée de Yaoundé. Il rejoint la garde présidentielle en 1999, où il occupe plusieurs postes de commandement avant d'en prendre la tête, d'abord par intérim en janvier 2013, puis de façon confirmée quelques semaines plus tard. Voilà pour ce qui peut être établi et recoupé. Mais ce n'est pas tout. Le contexte dans lequel ce décret est signé mérite qu'on s'y attarde. Partie 2. Le contexte qui change tout. Un général de brigade à la tête de la garde présidentielle, cela pourrait n'être qu'un mouvement d'avancement classique, de ceux que l'armée camerounaise connaît régulièrement. Sauf que ce décret survient dans un contexte particulier. Paul Biya, 93 ans, est absent du Cameroun depuis le 7 juin 2026, officiellement pour un court séjour privé en Suisse. 57 jours, au moment de la signature de ces décrets. Aucune apparition publique, aucune image, aucun son du chef de l'État depuis des semaines. Ce n'est pas passé inaperçu. Un colonel à la retraite, cité sous anonymat par plusieurs médias, a résumé la question que beaucoup se posent. Personne ne peut procéder à de telles nominations au sein de l'armée, hormis le chef de l'État lui-même. Mais alors, dans quelles conditions ces décrets ont-ils été signés? Depuis Genève? Par quel canal? Aucune source n'apporte à ce jour de réponse vérifiable sur les modalités exactes de signature. La question reste posée. Ce qui est en revanche établi, c'est la portée de la décision. Selon plusieurs analystes cités dans la presse camerounaise, le fait de placer un général de brigade, et non plus un simple colonel ou lieutenant-colonel comme cela avait toujours été le cas, à la tête de l'unité chargée de la protection rapprochée du président, de sa famille et des sites stratégiques de la présidence, serait un signe de confiance renouvelée envers Beko Abondo. Mais ce n'est pas la seule lecture possible. Partie 3. Décryptage. Pourquoi ce mouvement interroge? Mesdames et messieurs, il existe une règle non écrite dans la politique camerounaise. Lorsqu'un simple décret provoque autant de discussions que la finale d'une CAN, c'est qu'il ne s'agit plus seulement d'un décret. Il devient un symbole, un message, ou, tout au moins, un document que chacun tente d'interpréter à sa manière. Car au Cameroun, nous avons développé un véritable talent national. Lire entre les lignes. Et parfois même, entre les espaces laissés entre les lignes. Chez nous, un décret ne s'arrête jamais à son contenu. On regarde la date. On regarde l'heure. On regarde qui est nommé. Qui ne l'est pas. Qui monte. Qui descend. Qui disparaît. Qui réapparaît. Puis commence le grand championnat national de l'interprétation. Le voisin affirme avoir compris.
Le taximan explique pourquoi le voisin se trompe. Le vendeur de beignets apporte une troisième théorie. Le groupe WhatsApp du quartier en invente une quatrième. Et avant midi, le pays tout entier est devenu spécialiste de stratégie militaire. Naturellement, tout cela relève souvent du commentaire. Mais une chose est certaine. La nomination du général de brigade Beko Abondo n'est pas passée inaperçue. Pourquoi ? Parce qu'elle intervient dans un contexte où chaque décision prise au sommet de l'État est observée avec une attention particulière. Et c'est précisément ce contexte qui mérite d'être analysé. En politique, le calendrier parle autant que les mots. On dit souvent qu'en politique, le hasard existe rarement. Attention, cela ne signifie pas que chaque décision cache forcément un plan secret. Mais le calendrier, lui, influence toujours la manière dont une décision est perçue. Regardons simplement les faits. Quelques semaines auparavant, le général Tchémo Hector Marie avait été admis à la retraite. Puis arrive ce nouveau décret du 3 août. Deux mouvements importants. Deux décisions touchant les plus hauts niveaux de la hiérarchie militaire. Et cela intervient pendant une période où l'absence prolongée du chef de l'État continue d'alimenter de nombreuses interrogations dans le débat public. Forcément, les observateurs rapprochent les événements. Est-ce parce qu'ils sont liés ? Personne ne peut aujourd'hui l'affirmer. Mais lorsqu'en politique plusieurs événements importants se succèdent dans un délai rapproché, ils sont naturellement analysés ensemble. C'est une démarche classique. Le Cameroun et sa passion pour les coïncidences. Chez nous, il existe une chose extraordinaire. Les coïncidences. Dès qu'il y en a deux, certains sont déjà persuadés qu'il y en a 50. Quelqu'un éternue le matin. Un décret sort l'après-midi. Le soir même, quelqu'un affirme avoir découvert le lien entre les deux. Naturellement, c'est de l'humour. Mais cette tendance révèle quelque chose. Lorsque la communication officielle reste limitée, chacun essaie de compléter lui-même les pièces du puzzle. Et parfois, on finit par fabriquer une image avant même d'avoir reçu toutes les pièces. La garde présidentielle. Pas une unité comme les autres. Parlons maintenant de la garde présidentielle. Car c'est peut-être là que réside le cœur du débat. Dans toutes les armées du monde, certaines unités possèdent une valeur hautement symbolique. Au Cameroun, la garde présidentielle fait partie de ces formations particulières. Son histoire remonte à une période particulièrement sensible. Après les événements du 6 avril 1984, marqués par une tentative de coup d'État, les autorités ont souhaité renforcer le dispositif chargé de la protection des institutions et du chef de l'État. La garde présidentielle est ainsi devenue un élément central de ce dispositif. Sa mission dépasse largement le simple protocole. Elle participe à la sécurité des plus hautes autorités et à la protection des institutions de l'État. C'est pourquoi toute évolution concernant son commandement attire naturellement l'attention. Non pas parce qu'elle annoncerait nécessairement un changement particulier, mais parce qu'elle touche à une unité considérée comme stratégique. 13 années à la tête de la garde. Un autre élément mérite réflexion. Le général Beko Abondo dirige cette unité depuis de nombreuses années. 13 ans. 13 années dans une fonction aussi sensible. Dans toute administration, une carrière longue peut conduire à une évolution de grade. Plusieurs observateurs estiment donc que cette promotion pourrait tout simplement correspondre au parcours normal d'un officier supérieur. Cette hypothèse existe. Elle est parfaitement recevable. Mais elle n'est pas la seule qui circule. Et c'est précisément là que commence le débat public. Le fauteuil vide du vice-président. Depuis la révision constitutionnelle d'avril 2026, une nouvelle fonction existe. Le vice-président. Sur le papier. Parce que dans les faits, le fauteuil attend toujours son occupant. Et ce fauteuil vide continue d'alimenter toutes sortes de commentaires. Certains analystes estiment que les différentes réorganisations observées ces derniers mois pourraient participer à une logique générale de préparation institutionnelle. D'autres considèrent qu'il s'agit simplement de nominations administratives sans lien direct entre elles. À ce jour, aucune autorité n'a officiellement établi un rapport entre ces différents événements. Il est donc important de distinguer les hypothèses des faits. Mais le débat, lui, existe. Et il anime de nombreuses analyses. Au Cameroun, même une chaise vide fait parler. Vous avez certainement remarqué une chose. Chez nous, une chaise vide peut devenir plus célèbre que celui qui devait s'y asseoir. Un poste est créé. Personne n'est nommé. Une semaine passe. Puis 2. Puis 3. Et très vite, les pronostics commencent. Les listes circulent. Les experts improvisés fleurissent. Le cousin du voisin affirme connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Le marché central possède déjà son favori. Le taxi en a un autre. Le quartier général des réseaux sociaux en présente 15.
Et chacun termine sa phrase par « source très sûre, mais ne cite pas mon nom ». Voilà pourquoi la prudence reste indispensable. Car une hypothèse, même répétée 1000 fois, ne devient pas automatiquement une vérité. Les biographies qui tombent du ciel. Autre élément intéressant. Depuis quelques jours, plusieurs portraits particulièrement flatteurs du général Bekoo Abondo circulent. On y évoque son sens de la discipline, son attachement aux familles militaires, l'amélioration supposée de certaines conditions de vie, des réalisations en matière d'infrastructure, un leadership présenté comme exemplaire. Ces éléments sont largement repris dans différents espaces de communication. Mais il convient de rappeler un principe essentiel. Le fait qu'une information circule abondamment ne signifie pas automatiquement qu'elle ait fait l'objet d'une vérification indépendante. Dans beaucoup de pays, lorsqu'une nomination importante intervient, il est fréquent que des biographies institutionnelles soient diffusées afin de présenter le parcours du responsable concerné. C'est une pratique de communication classique. Elle permet de mieux faire connaître le profil de la personne promue. Mais une biographie institutionnelle n'est pas, à elle seule, une enquête journalistique. Elle présente un point de vue. L'analyse journalistique, elle, consiste à distinguer les éléments confirmés, les éléments déclaratifs et ceux qui nécessitent encore des vérifications. La vraie question n'est peut-être pas le nom. Au fond, le véritable sujet dépasse peut-être la seule personne du général Bekoo Abondo. La question est plus large. Pourquoi chaque nomination importante suscite-t-elle aujourd'hui autant de débats ? Peut-être parce que le contexte institutionnel actuel pousse naturellement les citoyens à observer avec davantage d'attention chaque mouvement intervenant au sommet de l'État. Dans une période où plusieurs interrogations demeurent ouvertes, chaque décret prend une dimension particulière. Chaque promotion est analysée. Chaque décision est commentée. Cela ne signifie pas que toutes les interprétations soient exactes. Cela signifie simplement que le contexte donne à ces décisions une portée politique plus importante aux yeux d'une partie de l'opinion. Et comme disent souvent les anciens avec un sourire malicieux, quand le tam-tam change de rythme, tout le village tend l'oreille, même si personne ne connaît encore la chanson. C'est peut-être cela, le véritable enseignement de cette séquence. Dans un climat d'incertitude, le moindre mouvement administratif peut devenir un sujet politique majeur. Le rôle de l'analyse est alors de distinguer les faits établis des hypothèses, sans confondre les deux. Partie 4. Ce que ce mouvement dit du système. Nous arrivons maintenant au cœur de cette analyse. Et peut-être à la partie la plus importante. Parce qu'au fond, cette histoire ne concerne pas uniquement le général Bekoo Abondo. Elle ne concerne pas uniquement une promotion. Elle ne concerne même pas uniquement la garde présidentielle. Elle pose une question beaucoup plus vaste. Comment fonctionne un État lorsque l'attention de tout un pays se concentre sur les mécanismes du pouvoir plutôt que sur les décisions elles-mêmes? Voilà le véritable sujet. Et c'est ici que la satire rejoint parfois la réalité. Car au Cameroun, il existe une drôle d'impression. Parfois, on a l'impression que les institutions ressemblent à un vieux car de transport interurbain. Le chauffeur n'est pas toujours visible. Les passagers se demandent qui tient réellement le volant. Mais le car, lui, continue d'avancer. Il roule. Il klaxonne. Il s'arrête au poste de contrôle. Il repart. Et chacun regarde son voisin en demandant discrètement. Au fait, qui conduit exactement? Naturellement, cette image relève de la caricature. Mais elle traduit une interrogation que plusieurs observateurs formulent aujourd'hui. La machine administrative ne s'arrête jamais. Une chose est incontestable. L'administration continue de fonctionner. Des décrets sont publiés. Des nominations interviennent. Des promotions sont annoncées. Les ministères poursuivent leurs activités. Les gouverneurs travaillent. Les préfets également. Les administrations ouvrent leurs portes chaque matin. Autrement dit, l'État ne s'est pas arrêté. Et c'est précisément ce qui nourrit deux lectures différentes. La première lecture est optimiste. Elle consiste à dire que les institutions sont suffisamment organisées pour assurer la continuité de l'action publique, quelles que soient les circonstances. Dans cette vision, les mécanismes administratifs fonctionnent normalement. Les procédures suivent leur cours. Les décisions sont prises conformément aux règles en vigueur. La seconde lecture est plus critique. Certains observateurs s'interrogent sur le degré de délégation des décisions présidentielles. Ils se demandent comment s'organise concrètement la chaîne décisionnelle lorsqu'un chef de l'État est absent de la scène publique pendant une période prolongée. Il ne s'agit pas d'affirmer une réponse. Il s'agit de constater que cette question existe dans le débat public. Au Cameroun, le moteur tourne toujours. Chez nous, il y a une expression qu'on entend souvent. Le moteur tourne.
même lorsqu'on ne voit pas le conducteur, même lorsqu'on ne connaît pas l'itinéraire, même lorsqu'on ignore la destination exacte. Le moteur tourne. Et parfois, c'est précisément cela qui intrigue. Parce que lorsqu'une machine continue de fonctionner parfaitement alors que beaucoup d'observateurs se posent des questions sur son fonctionnement interne, chacun essaie naturellement de comprendre comment les décisions sont prises. Encore une fois, comprendre n'est pas accuser. Poser une question n'est pas condamner. L'analyse consiste justement à distinguer les faits des interprétations. La garde rapprochée prend toujours une importance particulière. L'histoire politique montre un phénomène récurrent dans de nombreux pays. Lorsque des périodes d'incertitude apparaissent, les structures directement chargées de la protection des institutions attirent davantage l'attention. Non pas parce qu'elles seraient nécessairement au cœur d'une crise, mais parce qu'elles représentent un élément essentiel de la continuité de l'État. La garde présidentielle fait partie de ces institutions sensibles. Sa mission est précisément de protéger les plus hautes autorités. Dès lors, toute évolution dans son commandement est naturellement observée avec beaucoup d'attention. Et cela ne concerne pas uniquement le Cameroun. Dans de nombreux pays, les nominations touchant les services de sécurité sont toujours analysées au-delà de leur dimension purement administrative. Le grand sport national. Devinez ce que personne n'a dit. Il faut reconnaître aux Camerounais une qualité exceptionnelle. Nous sommes capables de transformer une simple signature en sujet de débat pendant une semaine entière. Un décret sort. Immédiatement, le quartier devient un centre d'analyse stratégique. Le taximan explique la géopolitique. Le vendeur de café connaît déjà les conséquences internationales. Le coiffeur annonce ce qui va se passer dans 6 mois. Et le groupe WhatsApp du quartier possède, bien entendu, des sources très proches du dossier. Des sources tellement proches qu'elles finissent parfois par disparaître dès qu'on leur demande une preuve. Comme disent les anciens avec humour. Au Cameroun, certaines informations voyagent en moto, mais leurs preuves préfèrent rester à la maison. C'est précisément pour cela qu'il faut rester prudent. Toutes les hypothèses ne deviennent pas automatiquement des faits. Le pouvoir des symboles. En politique, les symboles comptent énormément. Parfois même davantage que les discours. Nommer, promouvoir, déplacer, maintenir, reporter. Toutes ces décisions produisent des messages. Mais attention, le message que reçoit le public n'est pas toujours celui que souhaitaient envoyer les autorités. Parce qu'une même décision peut être interprétée de plusieurs façons. Les uns y verront un simple avancement normal. Les autres un signal institutionnel. D'autres encore une décision stratégique. À ce jour, aucune communication officielle ne permet de trancher définitivement entre ces différentes lectures. Et c'est précisément pourquoi elle continue d'alimenter les discussions. Le silence. Premier producteur de rumeurs. Il existe une règle presque universelle. La nature déteste le vide. La politique aussi. Lorsqu'une information officielle manque, quelqu'un finit toujours par remplir l'espace. Avec une hypothèse. Puis une deuxième. Puis une troisième. Et très vite, chacun défend sa version. Pendant ce temps, les faits, eux, avancent beaucoup plus lentement. Voilà pourquoi la communication publique joue un rôle si important. Elle permet de réduire l'espace laissé aux interprétations. Sans communication, les citoyens cherchent même les réponses. Et lorsqu'ils ne trouvent pas de réponse, ils fabriquent parfois des scénarios. Encore une fois, ce phénomène n'est pas propre au Cameroun. On l'observe dans de nombreux contextes politiques. La vraie question. Au fond, la nomination du général Bekoo Abondo est peut-être moins importante que la question qu'elle soulève. Cette question est simple. Comment un État rassure-t-il sa population lorsqu'une période d'incertitude s'installe? Par des institutions fortes? Par des procédures transparentes? Par une communication régulière? Ou par un mélange de tout cela? Voilà le véritable débat. Et il dépasse largement le cas d'une seule promotion militaire. Conclusion. Alors, que retenir de toute cette séquence? Commençons par les faits. Ils sont connus. Ils sont publics. 5 colonels ont été promus au grade de généraux de brigade. Un mouvement important est intervenu au sein du ministère de la Défense. Le commandant de la garde présidentielle a lui aussi été élevé au grade de général de brigade, une première pour cette fonction. Ces décisions figurent dans les textes officiellement publiés. À partir de là commencent les interrogations. Dans quelles conditions précises ces décrets ont-ils été signés? Les autorités n'ont pas communiqué publiquement de détails supplémentaires permettant de répondre à cette question. Quelle est la signification politique exacte de ces nominations? À ce stade, plusieurs lectures coexistent dans le débat public, sans qu'aucune ne puisse être présentée comme une certitude.
Enfin, une autre interrogation demeure. Que se passe-t-il exactement à Genève depuis le départ du chef de l'État? Les informations qui circulent sur sa situation personnelle ou médicale sont diverses, mais toutes n'ont pas été confirmées officiellement. Il convient donc de distinguer les faits établis des allégations et des spéculations. Au fond, ce dossier rappelle une réalité simple. En politique, les réponses comptent. Mais les silences aussi. Et parfois, ce sont précisément les silences qui alimentent le plus les conversations. Comme le disent souvent les anciens. Quand la porte du palais reste longtemps fermée, le village finit par discuter de ce qu'il imagine derrière les murs. Les confidences de René Sadi qui ne rassurent pas. 56 jours. 56 jours sans une seule image du président de la République du Cameroun. 56 jours de silence institutionnel, brisés ce dimanche par une poignée de phrases prononcées au micro de RFI. Des phrases pesées, presque trop pesées. Et pourtant, plus le ministre parle, plus une question s'impose. Pourquoi faut-il 4 lignes et 2 minutes pour dire simplement qu'un chef d'État va bien? Ce soir, on décortique ensemble une déclaration qui devait clore un débat, et qui, en réalité, vient de le rouvrir. Partie 1, ce que l'on sait, ce qui est vérifiable. Commençons par les faits. Les vrais. Ce qu'on peut dater, sourcer, vérifier. Paul Biya, 93 ans, dirige le Cameroun depuis 1982. 44 ans à la tête de l'État, doyen incontesté des chefs d'État en exercice dans le monde. Un record. Une longévité qui, à elle seule, mériterait 10 documentaires. Le 7 juin 2026, le président quitte Yaoundé pour un séjour présenté par la présidence comme un déplacement privé en Europe. Rien d'alarmant a priori. Les séjours du chef de l'État à l'étranger, on le sait, ne sont pas rares. Sauf que cette fois, les jours passent. Puis les semaines. Et le retour annoncé ne vient pas. Mais ce n'est pas tout. Pendant cette absence, la vie institutionnelle du pays continue, du moins sur le papier. Le site de la présidence publie, en son nom, des messages adressés à des chefs d'État étrangers, dont un message de félicitations à Emmanuel Macron le 14 juillet. Le 22 juillet, 4 décrets présidentiels sont rendus publics, 2 nominations au conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures et 2 autorisations données au ministre de l'économie pour signer des accords de financement. Chaque texte porte la même mention protocolaire, Yaoundé, le 22 juillet 2026. Une formule qui, selon la tradition administrative camerounaise, ne signifie pas nécessairement que le signataire se trouvait physiquement dans la capitale au moment de la signature. Et pourtant, un détail change tout. Selon plusieurs médias, dont Jeune Afrique, le président se trouverait, lui, en Suisse. Aucune confirmation officielle n'a été apportée à ce jour. Un autre épisode, resté longtemps sous silence, mérite d'être posé sur la table. En juin, un homme se présente au siège de la CRTV, la télévision publique camerounaise, porteur d'un pli scellé. À l'intérieur, un document présenté comme un décret présidentiel, daté du 8 juin, portant un numéro d'enregistrement officiel. Ce texte désignerait, excusez la précision du terme, elle est importante, son propre porteur, un certain Sitchom Johan, comme vice-président de la République. Mise en page soignée, tampon de la présidence, signature attribuée à Paul Biya. La chaîne refuse de diffuser le document et l'homme est interpellé. Le gouvernement, lui, attend le 30 juin pour réagir. René Emmanuel Sadi indique alors que le document n'a jamais été signé par qui de droit, rappelant que la nomination d'un vice-président relève de la seule prérogative du chef de l'État. Plusieurs analystes camerounais qualifieront cet épisode de tentative de coup d'État institutionnel. Voilà pour les faits. Solides, datés, vérifiables. Le reste, tout le reste, relève de la zone grise. Et c'est précisément cette zone grise que le ministre de la Communication a tenté, ce dimanche, de refermer. Partie 2. Le conflit et les tensions. D'un côté, un gouvernement qui invoque la lettre de la Constitution. De l'autre, une opposition qui invoque l'esprit des institutions. Entre les deux, un pays qui attend. Du côté du pouvoir, la ligne est constante depuis le début de la crise. Aucune vacance du pouvoir n'a été constatée. Seul le Conseil constitutionnel serait habilité à la déclarer, et cette procédure n'a jamais été engagée. Un argument juridiquement défendable. Techniquement imparable, même. Mais dans le camp de l'opposition, on ne l'entend pas de cette oreille. Plusieurs figures politiques, dont le député Jean-Michel Nincheux et l'avocat Christian Timban-Bomo, réclament depuis des semaines que le Conseil constitutionnel se saisisse justement de la question. Leur argument, une république ne peut pas fonctionner indéfiniment sur la base du silence et des suppositions. Le parti d'opposition UDC va plus loin, pointant un vide institutionnel aggravant. Le poste de vice-président, créé par la révision constitutionnelle d'avril 2026, resterait à ce jour non pourvu.
Deux lectures de la même constitution. Deux visions de ce qu'exige la stabilité d'un État. Et au milieu, un peuple qui n'a, pour trancher, que des décrets datés et des rumeurs non confirmées. Mini cliffhanger avant de poursuivre. Et si la vraie question n'était pas juridique, mais tout simplement humaine? Partie 3. Décryptage. Ce que la déclaration ne dit pas. Entrons maintenant dans ce qui constitue probablement le cœur de cette séquence politique. Car, en communication publique, ce qui est dit est important. Mais ce qui ne l'est pas peut parfois susciter encore plus de questions. C'est une règle bien connue des spécialistes de la communication de crise. Une déclaration officielle ne se juge pas uniquement à ses mots. Elle se juge aussi à ses silences, à ses omissions, à ce qu'elle éclaire, et à ce qu'elle laisse encore dans l'ombre. Reprenons donc, calmement, les principales déclarations du ministre de la Communication, telles qu'elles ont été rapportées publiquement. Première affirmation. Le président Paul Biya est en vie. Une phrase courte, claire, directe, sans ambiguïté sur son contenu. Mais une question se pose naturellement. Est-ce que cette seule affirmation suffit à répondre à toutes les interrogations apparues depuis plusieurs semaines? Pas nécessairement. Car dire qu'une personne est en vie répond à une question bien précise. Mais cela ne répond pas automatiquement à toutes les autres. Comment va-t-elle? Où se trouve-t-elle exactement? Exerce-t-elle normalement ses fonctions? Comment l'État organise-t-il la continuité de son action? Ce sont des questions différentes. Et chacune appelle, en théorie, sa propre réponse. La communication publique fonctionne un peu comme un examen scolaire. Si le professeur demande « Combien font 2 plus 2 ?» et que l'élève répond « Je suis bien inscrit dans cette école », la réponse est vraie, mais elle ne répond pas exactement à la question. C'est précisément ce type de décalage qui nourrit souvent les débats. Encore une fois, il ne s'agit pas d'affirmer qu'une information est fausse. Il s'agit simplement d'observer qu'une réponse peut être exacte tout en laissant subsister d'autres interrogations. Et c'est là que commence la satire camerounaise. Chez nous, lorsqu'un voisin te demande « Tu es où ?» et que tu réponds « Je vais arriver ». Tout le quartier sait que cette réponse peut couvrir une infinité de situations. Tu peux être au portail. Tu peux être à 5 km. Tu peux être encore sous la douche. Tu peux même être en train de chercher les clés. « Je vais t'arriver » est devenu une unité de temps, totalement indépendante de l'horloge. En politique aussi, certaines formulations peuvent rassurer sur un point tout en laissant ouvert plusieurs autres. Deuxième déclaration. Le président Paul Biya n'a pas démissionné. Là encore, personne ne contestera que cette affirmation répond à une interrogation précise. Mais elle en ouvre immédiatement une autre. Car l'absence de démission ne renseigne pas, à elle seule, sur les modalités concrètes d'exercice du pouvoir pendant une période d'absence prolongée. Comment les décisions sont-elles prises? Quels mécanismes assurent la continuité administrative? Quel rôle jouent les différentes institutions? Autant de questions qui intéressent naturellement les citoyens. Dans tous les pays, lorsqu'une situation inhabituelle se présente, l'opinion publique cherche généralement à comprendre comment les institutions fonctionnent. C'est normal. Parce que l'État ne s'arrête jamais. Les écoles continuent. Les hôpitaux continuent. Les administrations continuent. Les décisions continuent. Le pays, lui, ne met jamais son activité en pause. D'où cette attente de clarté. Puis vient probablement la phrase qui a le plus retenu l'attention. Je ne peux pas vous dire avec exactitude quand est-ce qu'il revient. Et même si je le savais, il ne m'appartient pas de l'annoncer ici. Cette déclaration a immédiatement suscité de nombreuses réactions. Pourquoi? Parce qu'elle soulève une interrogation institutionnelle. Si le porte-parole du gouvernement estime qu'il ne lui appartient pas d'annoncer cette information, quelle autorité est alors chargée de le faire? Existe-t-il un calendrier de communication? Une procédure spécifique? Ou simplement un choix de discrétion? À ce stade, aucune réponse officielle plus détaillée n'a été apportée. Et lorsqu'une question reste sans réponse, le Cameroun entre dans son activité préférée. L'interprétation. Le Cameroun et les interprétations. C'est une longue histoire d'amour. Chez nous, une phrase de 10 mots peut produire 50 analyses. Une virgule oubliée devient une stratégie. Un silence de 3 secondes devient un signal politique. Une porte qui reste fermée devient déjà un documentaire en 4 épisodes. Nous avons parfois l'impression que chaque Camerounais possède, quelque part dans son salon, un diplôme imaginaire de spécialiste en décodage politique. On analyse les discours. On analyse les regards. On analyse les poignées de main. On analyse même la longueur des applaudissements. Si quelqu'un applaudit 3 secondes de moins,
Certains y voient déjà un changement d'allégeance. C'est notre côté créatif. Mais derrière cette caricature affectueuse se cache une réalité bien plus sérieuse. Lorsqu'une communication officielle tarde, l'espace public se remplit rapidement d'autres récits. Et ces récits ne reposent pas toujours sur des faits vérifiés. Ils reposent parfois sur des suppositions, des impressions, des extrapolations, des interprétations. Voilà pourquoi les spécialistes de la communication de crise insistent souvent sur un principe simple. Communiquer tôt. Communiquer clairement. Communiquer régulièrement. Non pas pour satisfaire la curiosité, mais pour éviter que le vide informationnel ne soit occupé par des spéculations. Car le silence possède une particularité étonnante. Il ne reste jamais vide très longtemps. Il attire immédiatement les hypothèses. Et plus il dure, plus ces hypothèses deviennent nombreuses. Dans cette affaire, plusieurs observateurs ont justement relevé la chronologie. Selon eux, il se serait écoulé plusieurs semaines entre les premières interrogations publiques et la première intervention gouvernementale directement consacrée au sujet. Durant cette période, différents événements ont alimenté les débats, notamment la circulation d'un faux décret largement commenté sur les réseaux sociaux, puis la publication de plusieurs décrets officiels avant la prise de parole du ministre. Cette succession d'événements est publique et chacun peut la replacer dans son ordre chronologique. Mais elle montre surtout une chose. Lorsque l'information officielle arrive tardivement, elle ne répond plus seulement aux questions initiales. Elle doit aussi répondre à toutes celles qui sont apparues entre-temps. Et cela devient beaucoup plus difficile. C'est un peu comme vouloir arrêter une marmite de haricots qui déborde. Une fois que ça déborde, ce n'est plus seulement le feu qu'il faut gérer. Il faut aussi nettoyer la cuisine. En communication politique, c'est exactement pareil. Une rumeur qui circule pendant plusieurs semaines finit par produire ses propres ramifications, même lorsqu'une mise au point officielle intervient ensuite. Car les citoyens ne se demandent plus uniquement ce qui est vrai. Ils se demandent aussi pourquoi il a fallu attendre si longtemps. Et c'est peut-être là le véritable sujet. Non pas seulement le contenu de la déclaration, mais son calendrier. Car en matière de communication publique, le temps compte presque autant que les mots. Une information exacte communiquée très tard peut parfois avoir plus de difficultés à convaincre qu'une information donnée rapidement et accompagnée d'éléments concrets. Enfin, une dernière question demeure. Elle dépasse largement cette séquence politique. À partir de quel moment l'absence prolongée d'informations suffisamment précises devient-elle elle-même un fait politique ? C'est une interrogation que l'on retrouve dans de nombreuses démocraties comme dans d'autres systèmes politiques. Parce qu'au fond, la confiance ne repose pas uniquement sur ce qui est déclaré. Elle repose aussi sur la capacité des institutions à informer régulièrement, de manière transparente et vérifiable. Et c'est précisément cette réflexion que cette séquence invite chacun à mener, avec prudence, esprit critique et sans confondre les faits établis avec les hypothèses qui continuent d'alimenter le débat public. Partie 4. Satire des pratiques. Le manuel du silence bien géré. Quittons maintenant les personnes. Parce que cette vidéo ne cherche pas à juger des individus. Elle s'intéresse plutôt à une méthode. Une façon de communiquer que l'on retrouve, sous des formes différentes, dans plusieurs pays lorsque le pouvoir traverse une période délicate. Appelons-la, avec un peu d'humour, le manuel du silence bien géré. Un manuel imaginaire, bien sûr. Il n'existe dans aucune librairie. Aucune université ne l'enseigne officiellement. Mais lorsqu'on observe certaines séquences de communication politique à travers le monde, on a parfois l'impression que plusieurs gouvernements en possèdent un exemplaire soigneusement rangé dans un tiroir. Ouvrons donc ce manuel satirique. Premier chapitre. Quand on ne peut pas montrer, on affirme. C'est probablement la règle la plus connue. Lorsqu'une situation suscite des interrogations, deux options existent. Soit on apporte des éléments qui permettent au public de comprendre la situation. Soit on privilégie une déclaration officielle. Naturellement, chaque État choisit sa manière de communiquer. Mais il existe une différence entre une affirmation et un élément vérifiable. Une affirmation informe. Un élément vérifiable permet aussi au public de contrôler cette information. Dans cette séquence, beaucoup de commentaires se sont concentrés sur cette distinction. Parce que les citoyens ne cherchent pas seulement des phrases. Ils cherchent aussi des repères, des faits, des éléments concrets. Et c'est ici que la satire camerounaise intervient. Imaginez un voisin qui disparaît pendant plusieurs semaines. Tout le quartier commence naturellement à se demander s'il est parti en voyage. Un matin, son cousin sort devant la maison. Tout le monde l'entoure. On lui demande « Grand, il est où ?» Le cousin répond simplement « Il est vivant ». Puis il rentre dans la maison. Fin de la conférence de presse.
Le quartier reste exactement avec les mêmes questions. Personne ne conteste la réponse. Mais chacun continue de s'interroger. Parce que la réponse apportée ne couvre qu'une partie des interrogations. C'est exactement ce qui rend la communication publique si délicate. Répondre n'est pas toujours répondre à tout. Deuxième chapitre. Quand la question dérange, on corrige celui qui la pose. Voilà une technique vieille comme la politique elle-même. Au lieu de répondre entièrement à la question, on explique que la véritable difficulté vient de la manière dont elle est formulée. Autrement dit, le problème ne serait plus la situation. Le problème deviendrait la perception de la situation. On retrouve cette logique dans de nombreux contextes internationaux. Et c'est pourquoi il faut éviter d'en faire une particularité exclusivement camerounaise. Dans cette approche, on rappelle les textes. On rappelle les procédures. On rappelle les règles. Ce qui est parfaitement légitime. Mais les citoyens continuent parfois à poser une autre question. Très simple. Très concrète. Comment les institutions fonctionnent-elles aujourd'hui, dans la pratique ? Car connaître la Constitution est une chose. Comprendre comment elle s'applique dans une situation exceptionnelle en est une autre. Chez nous, cette méthode ferait sourire. C'est comme demander à un chauffeur de taxi. Grand, pourquoi on est bloqué depuis 1 heure ? Et qu'il répond. Tu connais le code de la route. La réponse est certainement intéressante. Mais elle ne fait pas avancer le véhicule. Les passagers continuent surtout à regarder leur montre. Troisième chapitre, le mot magique. Bientôt. Ah, le célèbre « bientôt ». Quel mot extraordinaire. Probablement le mot le plus souple de toute la langue française. Bientôt peut vouloir dire demain, la semaine prochaine, le mois prochain, ou simplement, quand le moment sera jugé opportun. Il possède une qualité exceptionnelle. Il ne vieillit jamais. Une date précise peut être dépassée. Bientôt, lui, traverse les semaines avec une étonnante tranquillité. Chez nous, au Cameroun, bientôt est presque une philosophie. Tu appelles ton ami. Tu arrives quand ? Bientôt. 1 heure plus tard. Tu es où ? J'arrive bientôt. 2 heures plus tard. Donc, je suis presque là. Personne ne sait exactement où commence, presque. Personne ne sait où finit bientôt. Mais tout le monde finit par sourire. En communication politique, cette formule présente évidemment un avantage. Elle rassure sans fixer d'échéance. Elle ouvre une perspective, sans créer une obligation de calendrier. C'est pourquoi elle est souvent utilisée dans les périodes d'incertitude. Quatrième chapitre, la Constitution, invitée permanente des conférences de presse. La Constitution, document fondamental, référence essentielle de tout État. Elle mérite naturellement d'être rappelée. Mais certains observateurs relèvent parfois un phénomène intéressant. On invoque volontiers la Constitution pour rappeler ce qu'elle prévoit. Les citoyens, eux, demandent souvent aussi comment ces dispositions fonctionnent concrètement dans une situation exceptionnelle. Et c'est là que le débat commence. Parce que la Constitution fixe un cadre. La pratique institutionnelle lui donne ensuite sa réalité quotidienne. Autrement dit, entre le texte et son application, il existe parfois tout un univers. Un univers fait de décisions, de procédures, de communication, d'interprétation, et parfois, de silence. Au Cameroun, nous avons une formule populaire. Le papier accepte tout. Autrement dit, écrire une règle est une chose. La mettre pleinement en œuvre en est une autre. Et c'est précisément cette différence qui intéresse les analystes. Car une institution ne démontre véritablement sa solidité que lorsqu'elle traverse une période inhabituelle. Lorsque tout va bien, personne ne s'interroge. C'est lorsque les circonstances deviennent exceptionnelles que chacun regarde les mécanismes fonctionner. Où attendre ? Où hésiter ? Où communiquer ? Voilà pourquoi cette réflexion dépasse largement les personnes. Elle concerne une culture de gouvernance, une manière de gérer l'incertitude, une manière d'organiser la communication, une manière de construire, ou non, la confiance. Et cette réflexion concerne de nombreux pays, pas uniquement le Cameroun. Conclusion. Au terme de cette analyse, distinguons soigneusement ce qui relève des faits de ce qui relève des interrogations. Les faits publics sont connus. Le président Paul Biya est absent de la scène publique depuis plusieurs semaines. Le gouvernement a fini par prendre publiquement la parole après une longue période de silence. Il a affirmé que le chef de l'État est vivant, qu'il n'a pas démissionné et qu'il reviendra prochainement,
sans communiquer de date précise. Dans le même temps, plusieurs responsables de l'opposition et de nombreux observateurs ont appelé à davantage de précisions sur la continuité institutionnelle.